Pour aborder le second thème de cette journée d'études, l'industrie de défense à l'épreuve de l'analyse économique et statistique, nous avons choisi d'inviter 3 intervenants qui vont attester de la pluralité d'approches disponibles pour aborder cette problématique. Le premier de ces intervenants, le professeur Hartley, spécialiste reconnu d'économie de la défense, qui a notamment fondé la revue Defense and Peace Economics, et conseillé aussi bien la Chambre des communes que le gouvernement britannique sur les questions de défense, nous proposera un bilan de l'état de la recherche actuelle et des problèmes qui demeurent à résoudre. Puis Jean Belin, enseignant-chercheur à l'Université Bordeaux 4 et chercheur associé à l'Université Panthéon-Assas, spécialiste des questions de financement de l'innovation et des entreprises défense, présentera la démarche retenue dans le cadre des travaux de l'Observatoire économique de l'armement, copiloté par la DGA et l'Observatoire économique de la défense, dont l'objectif essentiel est de mesurer l'impact économique de l'industrie d'armement, principalement à partir de méthodes statistiques. Enfin, Nathalie Lazaric, directrice de recherche au CNRS, chercheure à l'Université de Nice, spécialisée dans les problèmes de dynamique industrielle et d'économie de la connaissance, mettra l'accent sur l'apport des études qualitatives à la compréhension de la mutation en cours dans l'industrie de la défense, à travers notamment des études de cas. J'ai donc le plaisir de donner la parole tout d'abord au professeur Hartley, qui s'exprimera en anglais. Thank you. My apologies if I'm speaking in English, but let me start with a forecast. I'm an economist, and economists are not very good at forecasting. But I will make one forecast, and that's about the Brazil World Cup next year. I'm sorry, Professor Brick, it won't be Brazil. It will be England v France, which England will win 25-0. I can dream and pigs might fly. I'm going to talk about defense industries from an economics aspect. I've called it knowns and unknowns, and what I'm looking at is what we know about defense industries, what we don't know about defense industries, and what we need to know if we're going to have a sensible debate and formulate sensible public policies towards our defense industries. Those are the topics I'll be dealing with. I'll start with something that Professor Brick mentioned as well, the defense economics problem, which I think is crucial to all our nations. No nation is immune from what I call the defense economics problem. And that is basically the issue of limited defense budgets. We've got major resource constraints. And the armed forces can never accept and understand the fact that they are subject to resource constraints. So we've got resource constraints, limited defense budgets, and rising costs. And that means that something has to go. It means that we're going to have to make difficult choices about the future size of our defense industries and about the future size of our armed forces, where the trend is going to be towards smaller defense industries and smaller armed forces. So that's the defense economics problem. I'll then move to an issue which is not normally addressed. When we talk about defense, it's the output of defense. What are we getting from it? How do we measure it? And how do we value it? I'm just going to take a few minutes over that, but it's a really complex issue, and I'm not going to give it its true merits, but it can't be ignored. I'll then come to the knowns, and we know quite a bit about the size of defense industries, about the structure of our defense industries, and something about their performance. But then I come to the unknowns, and we start with definitions. And I'll go through a range of definitions showing the complexity of trying to define the defense industrial base. And this is before we get to a notion of a European defense industrial base. I'll talk about how do we measure? Do we have any data on the performance of our defense industries? Not very much is the answer. And I'll look at what do we know about the efficiency, or really about the inefficiency, because I think defence industries are characterised by substantial inefficiencies, particularly at the European level and particularly for collaborative programmes. And I then move towards the end to talk about, as economists, do we have any economic arguments
for government support for our defence industries. And I'll conclude by speculating about the future of the defence firm. And I think it does have a future. Sadly, I wish we lived in a peaceful world where we didn't have any need for both armed forces nor for police forces, but we ain't in that world and probably never shall be. So I'll talk about the future of the defence firm. Whoops, sorry. Right, the defence economics problem. That's it laid out in a nutshell. We're faced with a world in which defence budgets, at the very, very best, are going to be constant in real terms. And we know, typically, are falling at the moment. Certainly in my country, falling by 8% over about 5 years. Other European countries falling. What's going to happen in America? Who knows? Falling looks to be the case there. So we've got major resource constraints. Secondly, against these resource constraints, we're buying defence equipment which is costly. I'll give you some examples in a few minutes. But defence equipment is not cheap. You buy your Rafale aircraft, you buy your aircraft carriers, and they cost small fortunes. They are very expensive. Not only are they expensive, but their unit costs are rising in real terms. So unit equipment costs are rising. And the result of that is, on a national project, development is very costly, which is why sometimes collaboration has potentially advantages. Development is costly, and we're characterized by smaller production runs and smaller armed forces. I mean, I'm not that old, but I can remember the days when our Royal Air Force had 1,000 frontline combat aircraft. Fighter aircraft, not combat, fighter aircraft. In the future, we'll be lucky to have 200. That's the sort of trend that we've been facing. I appreciate these are far more complex, more advanced pieces of equipment than, say, a Spitfire or a Hurricane of World War II. But that's the trend. We're moving towards smaller numbers, and all our national defence ministries, our national governments, are going to be faced with the need for some very difficult choices. Something's got to go, and the question is what? Just to reinforce the defence economics problem, there are some examples. I've used British pounds, but for euros, simply increase by 20%, to give you an order of magnitude. Look at the unit costs of a nuclear attack submarine. An aircraft carrier, £2.6 billion, and Britain's buying 2 of them. Main battle tanks are quite cheap, at 4.6 million. Combat aircraft like Typhoon, 80 million, that sort of order of magnitude. But look at the unit cost increases on the right column, ranging from 3% up to of the order of 6% per annum. Defence budgets are not increasing, and equipment budgets are not increasing by those rates, which is why I say something has to go. Just to take us a bit further, the unit cost figures I gave in that table a few minutes ago were a mix of both production costs and unit total costs. For ships, it's unit total costs, because that's the way in which we spread our development costs across the run of a ship. But for tanks and aircraft, we're talking about unit production costs. So those figures I gave you were not totally accurate for total costs, because for aircraft and tanks, you need to add development costs. And I've given you some examples there of the ratio of development costs to unit production costs. Horrendous, aren't they? Combat aircraft, development costs are about 100 times unit production costs. And I was talking about 80 million a copy. £8 billion for developing a modern combat aircraft. Tanks, 250 times development costs, or 250 times unit production costs. All of which leads us to that famous Augustine statement, by 2054, the US defense budget buying only 1 aircraft, with forecasts of a single ship navy, a single tank army, and Starship Enterprise for air forces. There is this aside here that the UK reaches the same position in 2052. We'll be there far sooner than that. I think we could be there far sooner than 2052. The next theme I'm coming on to is this complex issue about measuring defence output. I perhaps ought to reveal a bit of an interest here. I was asked by one of our vice chiefs of the defence staff in the UK to look at that first question I've got there. What's the output of defence? And does it represent a worthwhile investment? Which is the sort of question I think our politicians should be posing and trying to answer, which of course they don't.
Looking at defence industries, it's relatively simple. Defence industries supply equipment. That's what economists call capital, and some technology associated with that. So that's an input of capital. And that goes into what economists call a military production function. That's a relationship between inputs and outputs. The inputs are fairly clear. Tanks, combat aircraft, warships, military personnel, and some support from civilians. Those are all the inputs. And they go in to produce something called an output of defence. Now, the bottom line's the key here. Normally, the way in which governments measure final output of defence is in terms of inputs, on the basis that inputs equals outputs. That's not a very sensible way to do it, but that's what happens throughout the whole, certainly of the UK, and I think most governments, public sectors. Inputs equals output is the way in which we try to measure the output of defence. And the problem's there, it's not like a motor car, or houses or refrigerators. We don't have a set of genuine market prices for defence. We have market prices for cars, for our clothes, for hiring, renting rooms like this, but we lack market prices showing society's valuation of defence outputs. And there are clearly lots of problems here, which we can talk about if you like, but economists regard defence as a public good. And there are problems with public goods of people free riding, of nations free riding, as we do in alliances. Britain and other nations free ride on the American, so-called American defence efforts, so the Americans claim. So in terms of defence output, what we normally do is say, well, it's about this second bullet point. It's about peace, protection, security. And I've given you an example. The aim of defence is to protect a nation's citizens and its assets. There's a problem again. How much are we willing to pay for that sort of protection? Perhaps we should be thinking of this in terms of an insurance policies like insurance markets. That comes to my final slide on this. How can we approach this issue of trying to measure defence outputs? I've offered 3 very limited partial solutions there. And typically economists say it's all about security and then they move on. And that's the end of the debate as far as economists are concerned. The interesting question is, how highly do we value security? What is this good? How much are we willing to pay for it? Now in the UK and in a number of other countries, might be the same in France, we've moved away from sort of input measurements of defence output to looking at military capabilities. And so we're saying at the moment, our UK defence expenditure provides a military capability of fielding, say, a force of 5,000 troops in the Middle East pretty continuously with supporting air and sea systems. That's one of the sort of capabilities that we've defined. But of course, that doesn't help. We've got a whole variety of capabilities, and we don't have any market value of these. How do we compare the different capabilities? We've got a capability of air defence, of some sort of anti-submarine warfare, and so on. So the military capability solution appears attractive, but it still doesn't address the real issue. How do we know that defence is a worthwhile investment? That leads me to my second bullet point, the thought, and it's only a thought. So if you press me hard, I've not really got a proper answer to this. But I wondered whether we might start developing measures for defence, which I've called PALYs, Protection Adjusted Life Years. And here I'm taking the example, which has been applied in the UK and a number of other countries, of the way in which health economists have tried to measure the output of health by using what are called QALYs, Quality Adjusted Life Years. So the thought is that a way forward? Could we develop those measures of QALYs to provide some sort of indicators of protection adjusted life years, PALYs? I'm skeptical that we can get very far with that, but it's a thought. And I've not explored it, and I don't think many other economists have gone down that route. And then my final suggestion is a typical sort of voter referendum for solving the problem. You simply have a referendum on various sizes of the defence budget and ask society, here are 3, 4, 5 or 6 defence budgets. Which do you prefer? And let them vote on it. Quality, yes. Sorry, yeah, quality adjusted life years. It's a measure of health output devised by health economists. And some of the pioneering work on that was done at my own university by the late Professor Alan Williams
in health economics and led to the creation of a Centre for Health Economics, which did a lot of work on health economics in terms of trying to measure the value of the output of health, and it led to this development of QALYs. It resembles, to my mind, if I can just be a bit sort of historical about it, the debate that economists had for many years about the measurement of utility. You know, and I think it encounters all those same sorts of problems. Right, move on. So what do we know? Looking at data, we clearly have data problems in this area. We've got some limited data about the size of defence industries, the size of some defence industries, not all of them, and in some nations. So we've got perhaps quite good data on aerospace industries. Aerospace industries in America, the UK, France, and some other countries. And we have a data source from the Trade Association for Europe, ASD, that provides some statistics on employment and output. Although for aerospace, it doesn't make a really good distinction between defence and civil. It mixes these two together and just looks at the aggregates. We have good information on industry structure. CIPRI produces a very good database on the top 100 arms companies, which allows us to make some sort of conclusions about the extent to which markets are monopolistic, oligopolistic, or competitive. And typically, in European nations, they're dominated by oligopolies. In America, they're dominated by oligopolies. When I say European nations, I meant at the European level. Within national European countries, of course, they tend to be monopolistic. So in the UK, our national defence industry is dominated by BAE Systems. In France, you've got a monopoly supplier of combat aircraft, Dassault. And we have some limited information on the conduct of defence firms and on their performance. But we don't have very good quality economic case studies of projects like the aircraft carrier, like the Rafale, like a main battle tank. We don't have the equivalent of what a famous study undertaken many years ago in the 60s by Peck and Shearer on weapons case studies. We've really got no European equivalents of that by economists. And that's a sad indictment of economists in that they've not really devoted a lot of resources to analysing major defence projects. They haven't devoted a lot of resources to analysing defence economics issues, sadly. Unknowns. What do we need to know? Let's start with definitions. Very simple definition. We know the defence industry comprises all those firms supplying lethal defence equipment to national defence ministries. And by lethal, I mean combat aircraft, missiles, tanks, those sorts of equipments. That's straightforward, but it doesn't take us very far. The next version of a definition of defence industries would be the one I've given at the final point there, all firms supplying goods and services to national defence ministries. But our definition problems remain. And this is just really thinking of this in terms of national defence industries. I think we have far more complex definitions in terms and problems in terms of European defence industries. So this notion of a European defence technology and industrial base, which still leaves me a bit bewildered. I'm not certain what it is and what it really means. I don't understand some of the concepts used. But anyhow, look, the problem I'm making here in terms of definitions, some firms might be key suppliers, but have no current sales to a defence ministry. And I'm thinking here of those firms which are very important in terms of supply and resupply in conflict and in surge to conflict. I'm thinking of airlines and shipping companies which provide transport services, but perhaps only provide them in emergencies. They don't have any defence business currently. And my second problem with definitions is that quite often we focus on the prime contractors, Thales, EADS, Dassault, BAE Systems, Lockheed Martin, prime contractors. And we neglect, if you like, this is only the tip of the iceberg. We neglect what lies below the sea in terms of the iceberg. We quite often neglect and know very little about supply chains. And typically the way to get forward on supply chains is to do case studies. And I've been involved in doing a number for the UK of supply chains for armoured fighting vehicles, for what was originally the predecessor for the A400M, and for combat aircraft like Typhoon. But we lack a decent set of case studies of supply chains in defence industry, which differ
The supply chains differ between air, land, and sea systems. Other unknowns. How do we assess the performance of our defence firms? Well, typically performance measures would include labour productivity and profitability. And the problem there is that quite often our major defence firms comprise a mix of both military, defence and civil business. And so what you get is the aggregate sales figure, the aggregate profitability, and total employment. So you can work out labour productivity, but it's labour productivity for the whole of, say, EADS. And that's a mix of military and civil business. It doesn't tell you the performance of the defence component of that company. Same problems with Boeing, Rolls-Royce, and probably Safran. So our company reports, they only report data on productivity and profitability for the whole company and not for the defence business. There are exceptions. There's one exception, which I've given as an example there, and that's where the firms are defence specialists. So I've given you an example of BAE data for 2012. That final column on labour productivity is wrong. It should be pounds and not thousands. We're not that productive. It should be pounds. But you can actually, for BAE, you can at least look at the profitability of different divisions. I appreciate it's a profit on sales figure and not on capital employed. And you can work out labour productivity for different divisions. And you can make comparisons between the aggregate profitability and productivity for BAE Systems as a whole, and then for its various divisions, and sort out which is more or less profitable, more or less productive. We know very little about efficiency. And I start from the proposition that we've got substantial inefficiencies in our defence industries. We lack a competitive European defence equipment market. And by competitive market, I mean one characterised by those features: free entry, end of protectionism, privately owned firms, free capital markets, competitively determined fixed price contracts. Those are the features of what I expect to be a competitive European defence market. We're a long way from that. Our collaborative projects are inefficient because of work sharing. And quite often we have an excessive number of partner nations, A400M being a classic example, where there are major transactions costs with that number of partners, 7 partners. I'm approaching the end. How do we go about improving the efficiency of collaboration? Some suggestions there. If we're going to have work sharing, base it on competition. Go for a single prime. Use a single procurement agency. And perhaps look at the JSF model as the way in which you think of work shares and the role of junior and senior partners in the programme. 2 final issues to come to. The case for state support. Here the problem is governments dominate defence markets. They're either major buyers or what economists call in some cases single buyers, monopoly buyers. And they can use that buying power to determine the size, structure, conduct, performance and ownership of their defence industries. There's nothing else to determine. They can determine all the variables. So the question arises, why support a national defence industrial base? What is the case for state intervention? And I've laid out 2 cases there, the military strategic case and the economic case about jobs, spin-offs, exports and so on. But that case needs to be assessed critically. You can't ignore what I call the opportunity cost question. Would the resources currently employed and used in defence industries make a greater return to jobs, technology, spin-offs, exports, if they were used elsewhere in the economy? Clearly, there are different ways to get jobs. Construction work is more labour-intensive than many of our defence programmes. And then the economic case, you need to look at this again critically. Are there major market failures in those sorts of markets I've listed there? Jobs markets, currency markets, technology markets. And that has to be the case for state intervention. You only intervene if you can identify major market failures. So, does a defence firm have a future? Yes, it does. What will it look like? It will be determined by those such as broad factors there. What about future defence budgets, new technology and new threats? They will determine the future defence firm. It will be different in 2050. Different from today's defence firms.
Just think of how different today's firms are, those from 1900. We didn't have an aircraft industry in 1900. It was purely a land and sea industry. Think of the difference from 1945. In 1945, we had the emergence of a massive aircraft industry. It's now an aerospace industry. We've moved into the space domain, and we've moved into electronics, cyber and intelligence, those sorts of areas. So I'm forecasting that by 2050, the defence firm will have those features. Be global, it will buy rather than make, be diversified. It might be an electronics IT business. There's a problem. It's a problem of national monopolies. Either we allow competition from foreign firms, or we're going to have to regulate our privately owned national monopolies. BAE Systems, for example, in the UK. And that raises a whole set of questions about how do we determine efficiency and control profitability for a regulated monopoly, a privately owned regulated monopoly. And that is another major problem. Fine, thanks very much. Sorry for overrunning. But my only excuse for overrunning is that all good defence projects usually overrun. Je vais vous parler des méthodes d'estimation possibles pour mesurer l'impact économique de l'industrie de la défense. Alors, cette mesure d'impact peut être importante, d'une part parce qu'elle va aider à la prise de décision publique, alors que ce soit pour les arbitrages ou pour essayer d'anticiper les évolutions futures et les accompagner. En même temps, il ne faut pas surévaluer le rôle de cet argument. Comme l'a rappelé le professeur Hartley, l'impact économique le plus important serait la valeur donnée à la paix, à la sécurité. Et donc là, nous n'avons uniquement de l'industrie et pas de l'activité de défense en général. L'intérêt de cette mesure est surtout qu'elle va nous permettre d'approfondir la connaissance de ce secteur et d'un secteur en pleine mutation. Notre recherche s'inscrit dans le cadre de l'Observatoire économique de l'armement, qui a un contrat pluriannuel qui est réalisé avec la FRS, les universités Paris 2 et Bordeaux 4, et qui est piloté par la DGA et l'OED. Alors, je vous présente rapidement notre démarche. Notre démarche a été de faire un bilan des méthodes disponibles pour répondre à ces questions, c'est-à-dire la mesure de l'impact économique de l'industrie de la défense, d'analyser les hypothèses, qui sont souvent fortes, comme je vais vous les présenter, de réaliser des premières estimations et d'essayer ensuite de valider ces hypothèses, soit par des travaux statistiques, soit par des études de cas ou des enquêtes. Donc on va retrouver des inconnus dans les méthodes, des inconnus qui ont été soulevés par le professeur Hartley. Dans la littérature, nous avons identifié cinq grandes méthodes. Alors, il y a d'abord les matrices input-output ou modèle de Leontief, des méthodes qui sont basées sur des données individuelles, donc il peut s'agir à la fois de méthodes basées sur des bases de données ou des études de cas ou des enquêtes. Certains produisent également de l'information sur cet impact à partir de données sectorielles ou avec des études économétriques ou enfin avec des modèles d'équilibre général calculables. Alors je vais commencer par la matrice input-output, qui est la méthode qui a été la plus utilisée. Alors elle est très utilisée dans d'autres domaines également. Eurostat préconise son utilisation. Dans la littérature économique, en économie de l'environnement, on retrouve beaucoup de publications récentes qui utilisent cette matrice. Et puis elle a été utilisée de nombreuses fois en France à l'époque de l'estimation des différents plans économiques. Dans le domaine de la défense, elle est utilisée au Royaume-Uni, aux USA et au Canada par les ministères de la Défense pour estimer à la fois l'activité
et les effectifs directs et indirects. Alors les effectifs directs, ce sont les effectifs des donneurs d'ordre, alors que les effectifs indirects vont être les effectifs qui sont générés par toute la chaîne de sous-traitance. Et en Angleterre, cette matrice a également été utilisée à une époque pour estimer l'impact de l'industrie en région. Alors, le principe de cette méthode, c'est de s'appuyer sur une décomposition de l'économie en branches. Alors, une branche regroupe des unités de production qui vont produire un même produit. Donc, ça peut être de l'informatique, de l'électronique, des équipements électriques ou l'industrie automobile. Ça va permettre de fournir une image synthétique de l'économie. Alors, à la fois en prenant en compte les spécificités des processus de production, en prenant les consommations intermédiaires de toutes les branches. Également, en prenant en compte les liens d'interdépendance entre les branches, mais également les échanges entre l'économie nationale et le reste du monde, c'est-à-dire les importations et les exportations. Alors, j'ai vraiment simplifié la méthode. La méthode consiste à déterminer, si vous voulez, un vecteur de demande finale. Alors, la demande finale va être constituée des commandes de l'État et des exportations. Nous allons répartir cette demande finale en différentes branches d'activité. Et ensuite, en l'introduisant, en multipliant donc par une matrice inverse qui représente les processus de production des différentes branches, nous obtenons l'activité, les effectifs directs et indirects. Alors, l'avantage, c'est de prendre en compte les spécificités des processus de production et les interdépendances qui existent entre les branches. Un second avantage, c'est que cette méthode nécessite peu de données. On a besoin uniquement d'un vecteur de demande finale avec les commandes et les exportations. Ça permet de calculer l'activité, les effectifs, alors que ce soit de façon directe, indirecte et même induite, mais il y a encore plus de limites sur le calcul de cette activité induite. Et puis, dans la mesure où ça a été utilisé dans d'autres pays, ça peut permettre de réaliser des comparaisons internationales. Alors, cette méthode présente également de très nombreuses limites. Alors, la première limite, c'est qu'on ne peut mesurer qu'un impact à court terme et pas à long terme. C'est-à-dire que, par exemple, peut-être que l'activité de défense par la recherche va se diffuser dans le reste de l'économie et avoir un impact sur les processus de production. Et ça, nous ne pouvons pas le prendre en compte avec cette méthode, puisque nous raisonnons à court terme. Donc la structure de production ne change pas. Ensuite, il y a des hypothèses très fortes qui sont utilisées dans la méthode, donc l'homogénéité des produits à l'intérieur des branches, la linéarité de la production, des décalages temporels, une constance des coefficients. Et enfin, la dernière limite, dans le domaine de la défense, est que les spécificités potentielles des processus de production de défense ne sont pas prises en compte. Donc on aura des hypothèses à valider. On considère dans un premier temps que les processus de production défense sont les mêmes que les processus de production des autres entreprises de l'économie nationale. Alors, la deuxième grande famille de méthodes a été réalisée à partir de données individuelles. Donc là, on peut citer trois types de méthodes. Les méthodes à partir de bases de données, les méthodes à partir d'études de cas ou les méthodes à partir d'enquêtes. Alors, les données individuelles, concernant les données individuelles et les bases de données, il y a deux méthodes différentes. Alors, la première méthode consiste à calculer un ratio d'activité défense, c'est-à-dire qu'on regarde pour chaque entreprise quelle est la proportion de chiffre d'affaires défense, et on applique ensuite ce ratio aux différentes informations qui sont fournies par l'entreprise, donc concernant les effectifs, la valeur ajoutée ou d'autres soldes intermédiaires de gestion. La deuxième solution est de comparer des entreprises défense à des entreprises non défense qui ont les mêmes caractéristiques en termes de taille, de secteur ou de total du bilan, et de faire ressortir les spécificités éventuelles des entreprises défense. Alors, l'avantage, c'est que ces méthodes permettent de prendre en compte l'hétérogénéité
des entreprises et également les caractéristiques individuelles des entreprises, ce que ne permettaient pas les matrices input-output. On a également une information disponible qui est très riche à partir des bases de données, qu'elles soient publiques ou privées, puisqu'on peut avoir à la fois des informations sur les liasses fiscales, donc tout ce qui est solde intermédiaire de gestion, le total du bilan, le chiffre d'affaires, les différents bénéfices. On peut avoir des informations sur les effectifs, mais également sur la qualification, sur les rémunérations, sur le nombre de brevets et les familles de brevets qui sont déposés dans cette industrie, sur les dépenses de recherche et développement, sur les comportements d'innovation. Il y a une information vraiment très riche dans les bases de données individuelles. Alors là, il y a également des limites à cette méthode. Alors la première limite, c'est bien sûr l'identification des entreprises. Comme l'a rappelé M. Hartley, identifier les donneurs d'ordre n'est pas très difficile à partir des bases du ministère de la Défense. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est d'identifier toute la chaîne de sous-traitance et les sous-traitants de rang 1 et de rang 2. Et puis, on a également besoin de faire des hypothèses sur la dualité des activités. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on appliquait un ratio, chiffre d'affaires défense sur le total du chiffre d'affaires, aux effectifs, à la valeur ajoutée, à l'activité, etc. Donc là, en faisant ceci, on suppose par exemple que le contenu en travail de produits de l'armement est le même que le contenu en travail de produits civils. Donc ça sera une hypothèse à valider ou non avec des études statistiques et des études de cas. Les études de cas présentent également de nombreux avantages. Donc les études de cas, elles permettent de prendre en compte la complexité des phénomènes. Elles permettent également d'obtenir des informations sur les processus de production et sur les caractéristiques défense des entreprises. Elle présente également des limites. Il faut d'une part trouver les bons interlocuteurs. Ensuite, on a des difficultés pour dissocier les spécificités défense des spécificités individuelles de ces entreprises. Et on a besoin de multiplier les études de cas pour pouvoir généraliser et trouver un impact global ou des grandes tendances. Comme méthode à partir de données individuelles, nous avons également les enquêtes. Alors, plusieurs enquêtes existent pour obtenir des informations sur une filière et sur une industrie. Alors, les enquêtes existantes sont surtout, à l'heure actuelle, réalisées par des associations professionnelles, que ce soit au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie ou en France. Le premier avantage, c'est qu'on a une information disponible qui est très riche. Le deuxième avantage, c'est qu'on interroge un grand nombre d'acteurs de la chaîne de production de ces filières. Donc on a à la fois des informations sur les donneurs d'ordre ou sur les sous-traitants. Mais ça pose également des problèmes au niveau du calcul de l'activité pour ne pas prendre en compte, par exemple, deux fois l'activité à la fois chez les donneurs d'ordre et chez les sous-traitants. Alors au niveau des limites, une des limites est qu'aucune enquête dans le domaine de la défense n'a été produite par un institut de statistique public. Elles ont toujours été produites par des associations professionnelles. Et puis, vu la confidentialité des informations, sur certaines questions, on peut douter de la sincérité de certaines réponses. Nous avons ensuite les données sectorielles. Alors, là, ça consiste à utiliser une information agrégée par branche. 3 branches sont généralement regroupées. Il s'agit de la construction navale, la construction aéronautique et spatiale, et la fabrication d'armes et de munitions. Alors là, l'inconvénient majeur, c'est qu'il est impossible d'isoler l'activité spécifique de défense, puisqu'on a à la fois des activités, si on prend l'exemple de l'aéronautique, une grosse partie de l'activité de cette filière va être due à une activité civile. Donc les évolutions, on n'arrivera pas à distinguer dans les évolutions ce qui est dû au domaine défense et au domaine civil. Alors, il y a également un recours possible à l'économétrie. Dans la littérature économique, on trouve beaucoup d'études, alors pas forcément d'impact, c'est pour mesurer surtout le sens de l'effet, plus que pour quantifier cet effet. Alors, ces études consistent à étudier la sensibilité de l'activité nationale ou de l'emploi à la demande défense.
Alors, j'ai vraiment simplifié une équation au maximum, hein. Donc l'idée, c'est d'avoir dans une équation un déterminant qui peut être la croissance, l'emploi, l'activité, la productivité, de faire dépendre donc cette variable expliquée de déterminants habituels, et puis de rajouter comme déterminant l'activité défense, donc qui peut être également là scindée en plusieurs composantes. Et l'idée est de voir si le coefficient devant l'activité défense est significativement positif, négatif ou nul. Alors l'avantage, c'est qu'au niveau théorique, hein, pas au niveau économétrique, il y a peu d'hypothèses théoriques nécessaires. Les données sont disponibles et publiques. En revanche, les techniques économétriques sont complexes. Elles nécessitent une variabilité importante du niveau des dépenses, qui n'est pas forcément le cas sur nos séries. Et puis, donc, vous pouvez aller voir le travail de Malizard pour un bilan. Les résultats ne sont pas très stables, c'est-à-dire qu'ils dépendent beaucoup de la période d'étude, des techniques économétriques employées, mais également du type de dépenses, de pays ou de période. Donc ce type d'étude est intéressant pour voir si on a un effet de l'activité défense ou pas, mais n'est pas très utile pour quantifier cet effet. Enfin, dans la littérature, on retrouve également les modèles d'équilibre général calculables qui permettent de mesurer ou plutôt de simuler l'impact de l'industrie de la défense. Alors, il s'agit de modèles mathématiques assez complexes où on va formaliser sous forme d'équation le comportement des agents. Les agents maximisent sous contrainte leur profit et on obtient les fonctions d'offre et de demande. L'ajustement se fait plus souvent par les prix. Et l'avantage de ces modèles, c'est que peu de données sont nécessaires pour les faire tourner. Ils permettent de modéliser la complexité des phénomènes à l'œuvre, par exemple les effets de spécialisation, l'effet de la productivité, l'effet dont je parlais tout à l'heure, l'effet de la recherche défense sur la recherche civile. On peut le modéliser à l'intérieur de ces modèles. En revanche, il nécessite de modéliser un ensemble de phénomènes qui peuvent être, sur le plan théorique, encore mal maîtrisés. Hein. On connaît encore assez peu l'industrie de la défense et donc on ne sait pas modéliser tous les effets potentiels. Et puis ensuite, pour réaliser les estimations, les simulations, il faut affecter donc des valeurs à nos différents paramètres de notre modèle. Donc on appelle ça calibrer un modèle pour trouver l'impact. Et là, il faut faire des hypothèses qui sont très fortes au moment du calibrage du modèle. Et donc, les résultats dépendent fortement des hypothèses qui ont été posées au départ. Alors, en conclusion, on peut dire que la mesure de l'impact économique de l'industrie de la défense est nécessaire à la prise de décision publique. Mais surtout, il nous semble que cette mesure permettra une meilleure connaissance du fonctionnement de la filière par l'analyse de toutes ces hypothèses. Et il faut toujours avoir à l'esprit qu'il s'agit d'un impact difficilement mesurable. Alors il va falloir multiplier les méthodes pour réussir à confirmer certains éléments, valider les hypothèses, et puis peut-être avoir une réflexion en commun pour l'ensemble des acteurs, que ce soit les industriels, l'État, les organismes publics ou privés ou les universitaires. Nous avons besoin, par exemple, de définir les périmètres. C'est une question qui est apparue dans la présentation du professeur Hartley. Donc les périmètres, c'est quelles entreprises mettons-nous, par exemple, sous les termes de défense, de sécurité, d'armement. Suivant les études, les périmètres changent fortement. Alors au niveau quantitatif, ce n'est pas forcément très important, cette question de périmètre, puisqu'une grosse partie de l'activité des défenses est constituée par exemple par le programme 146. Mais au niveau théorique, nous avons besoin de bien savoir ce qu'il y a à l'intérieur de nos groupes d'entreprises étudiés. On a aussi besoin d'une réflexion commune pour identifier et localiser les acteurs et leurs sous-traitants.
Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'à partir des données individuelles, on ne pouvait avoir de l'information que sur les donneurs d'ordre. Pour pouvoir confirmer les résultats que nous obtenons sur les effectifs indirects à partir des matrices input-output, il faudrait que nous puissions identifier les sous-traitants et calculer l'activité. Ensuite, on a besoin également d'une réflexion commune pour comprendre les spécificités du processus de production, donc que ce soit les spécificités en termes de productivité, de marge, d'importation. Et puis, on a besoin de cerner les mécanismes à long terme, que ce soit au niveau de la recherche, des évolutions possibles, ou des phénomènes d'externalisation dont Nathalie va nous parler. Je vous remercie. Bonjour, donc je vais essayer donc de vous parler de l'apport des approches qualitatives pour mieux connaître l'industrie de la défense, non pas en substitut, mais vraiment en complément des approches, j'ai envie de dire, plus standards, statistiques, telles que l'on peut avoir. Alors, pourquoi j'irais s'intéresser plus aux approches qualitatives? C'est vraiment, j'irais dans l'image d'une photographie. L'idée, c'est d'avoir une photographie un petit peu plus fine pour lire les mutations en cours au niveau de l'industrie de la défense. Parce que, en fin de compte, quand on a une lecture un petit peu théorique sur cette industrie, on s'aperçoit qu'il y a eu énormément de mutations. C'est vraiment un travail qui a été très, très important depuis, j'ai envie de dire, les années 90, mais ça s'est accéléré à partir de 2000. Donc, il y a eu énormément de choses qui sont très intéressantes à voir et à comprendre, notamment des nouveaux mécanismes de gouvernance, des nouveaux mécanismes aussi de transfert des connaissances, des nouvelles formes d'incitation, de motivation, autant en interne qu'en externe. Donc il y a énormément de choses il y a eu une grande transformation dans les acteurs de l'industrie de la défense. Ça a été en Europe, mais ça a été vraiment en accéléré en France. Et donc du coup, il y a une restructuration, une nouvelle dynamique industrielle qui s'est mise en place avec de nouvelles formes organisationnelles. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que l'objectif, c'est de se dire qu'est-ce qui est vraiment unique de l'industrie de la défense et qu'est-ce qui est particulier à cette industrie par rapport aux autres industries. Et un exemple qui, moi, je trouve assez intéressant, c'est la gestion des droits de propriété intellectuelle qui est illustratif de ces mutations en cours. Et pour vraiment bien lire, qui est vraiment le facteur clé et déterminant à l'heure actuelle, pour lire cette mutation en cours, il faut une approche qualitative pour souligner, pour vraiment voir quelle est la nature de cette mutation, mais aussi voir qu'est-ce qui est particulier dans cette industrie par rapport aux autres formes d'industrie, parce qu'on parle beaucoup de marché de la connaissance, mais justement, c'est un paradoxe vraiment pour l'industrie de la défense, mais c'est un paradoxe, mais l'industrie de la défense est en plein dans ce paradoxe. Donc, il faut savoir comment elle gère ce paradoxe et comment, finalement, elle tient les rênes pour réussir à, finalement, s'internationaliser et acquérir de nouvelles compétences nécessaires à sa mutation. Donc, c'est assez intéressant parce que toutes ces mutations, moi qui suis économiste et qui lis cette dynamique industrielle, c'est un champ d'expérimentation unique, finalement. On s'aperçoit qu'il y a vraiment quelque chose de tout à fait novateur là-dedans. Et on peut se dire, est-ce que c'est vraiment
les industries high-tech, est-ce que c'est spécifique aux industries high-tech ou finalement est-ce que la défense est illustrative, finalement ce n'est qu'un acteur parmi tant d'autres au sein de ces industries high-tech, ou est-ce qu'il y a vraiment une particularité, je dirais, au niveau français et au niveau européen? Alors, pour lire ces mutations en cours, on a fait beaucoup de travaux dans le domaine. Bon, notamment, les premiers sont plutôt sur les formes d'incitation dans un grand groupe industriel, notamment le grand groupe Thales. On a travaillé donc là sur les problèmes internes et les problèmes de culture industrielle dans ce grand groupe. Un autre type de travaux qu'on a publié dans la revue d'économie industrielle, c'est vraiment un problème de gestion des droits de propriété intellectuelle avec une externalisation des droits de propriété intellectuelle. Donc je vous en parlerai parce que c'est assez intéressant, c'est pertinent et ça pose aussi le problème de frontières de la firme dans l'industrie de la défense. Et puis aussi les problèmes de transfert des connaissances et des compétences dans cette industrie, puisqu'il y a eu énormément de transferts de compétences, notamment de la DGA vers ce qu'on appelle les prime contractors, les firmes qui ont été renforcées dans leur positionnement au sein de cette industrie. Donc, la réflexion que je vais mener s'appuie sur ce type de travaux et ce qu'on est en train toujours de mener dans ce secteur. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une nouvelle architecture dans l'industrie de la défense ? Oui, dans une certaine mesure, à partir du moment où il y a une clarification institutionnelle au niveau des acteurs de la défense, notamment DGA et firmes privées, et qu'il y a eu finalement un transfert de compétences qui a été accéléré dans des compétences d'architecture et d'architecture et d'intégration des systèmes de la DGA vers les grandes firmes, notamment qui, en 97, ce n'était pas encore Thales, mais qui sont devenues par la suite Thales, EADS et d'autres firmes. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui est intéressant et ce qui est assez unique, c'est qu'il y a eu vraiment on a rebattu les cartes. On a rebattu les cartes, les acteurs sont toujours là, les cartes ont été recomposées, il y a une nouvelle division du travail, une nouvelle chaîne de valeur qui s'est mise en place. Et il y a eu plein de mouvements d'intégration et d'intégration. Ça n'a pas simplement été on prend des activités au niveau institutionnel, on les transforme, on les transfère vers les acteurs publics, vers les acteurs privés. Et il y a eu un problème, de vases communicants. Et certains, ce qu'on appelle prime contractors, ont hérité de certaines compétences au niveau de l'architecture des systèmes. Et d'autres acteurs sont apparus et ont finalement eu de nouvelles compétences dans cette industrie. Donc il y a eu finalement une nouvelle architecture, un nouveau positionnement qui n'a pas été sans poser aussi des problèmes sur le positionnement des acteurs privés. Alors, je vous donne un petit peu cette image, et lorsque l'on regarde les indicateurs classiques, on s'aperçoit que ces indicateurs, notamment les dépôts de brevets, etc., ils ont du mal à capturer cette dynamique en cours. Et lorsque l'on regarde un petit peu les indicateurs au niveau de la base européenne des brevets, European Patent Office, et quand on compare ces indicateurs avec d'autres industries, on voit toujours les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on aurait une image où ces industries de la défense ne seraient pas capables, auraient une capacité d'innovation moindre parce que finalement, ils déposeraient des brevets, beaucoup moins de brevets. Alors, l'image est beaucoup plus complexe et du coup, il faut s'appuyer sur ces indicateurs, mais les conforter avec d'autres types d'analyses pour aller au-delà des a priori existants, parce qu'il y a d'autres dynamiques et d'autres traditions dans ces industries qui font qu'il n'y a pas tout à fait la même façon de gérer les connaissances, les brevets et de se protéger. Donc du coup,
certes, les indicateurs classiques sont importants, mais il faut essayer d'avoir une lecture beaucoup plus complexe, beaucoup plus diversifiée pour avoir une réelle image de ce qui se passe. Par ailleurs, les firmes, les frontières de la firme, ce qui est très important, c'est que les frontières de la firme ont énormément évolué. Donc, c'est prime contractors. Ces firmes se sont internationalisées et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'elles ont mobilisé des nouveaux modes de gestion et de création des connaissances, tant en interne qu'en externe. Et ces formes de gestion ces nouvelles formes de gestion et de création des connaissances sont des nouvelles aussi formes organisationnelles tout à fait originales qu'il est intéressant de regarder en se disant est-ce que ce sont des formes spécifiques à l'industrie de la défense ou est-ce qu'on a les mêmes finalement les mêmes histoires ou la même photo dans des industries dites high-tech. Et donc, c'est à travers cette grille de lecture qu'on a essayé de s'attacher. Alors, je vous ai dit, moi, ce qui m'a intéressée dans la mise en place de cette nouvelle architecture, c'est aussi le problème de comment créer des nouvelles connaissances et les conditions de création et de gestion des connaissances. Alors, ces conditions de création et de gestion des connaissances, elles ont été facilitées par une clarification des rôles entre les acteurs institutionnels et privés, notamment. Il y a eu, au niveau de la DGA, un abandon systématique des droits d'usage conjoints sur certains brevets qui a facilité qui a clarifié finalement la donne au niveau des industriels, qui a clarifié aussi la gestion possible de ces droits de propriété et qui a permis aussi l'émergence de nouveaux marchés. Donc le marché de la connaissance et le marché des brevets s'est mis en place aussi dans l'industrie de la défense avec finalement un paradoxe. Est-ce que finalement ces industries de la défense pouvaient mobiliser des actifs co-spécialisés ? Et ça a été vraiment le cas. Est-ce que finalement ces industries de la défense et prime contractors pouvaient finalement être de plus en plus dans ce qu'on appelle des dynamiques de marché ouvert, open innovation, c'est-à-dire où il y a de multiples acteurs? Il apparaît que oui, sous certaines conditions, finalement, il y a eu une accélération du processus. Alors on pourrait dire qu'il y avait du retard dans ce domaine, oui, mais pas simplement. Il y a eu aussi une création de nouvelles entités, publiques-privées, et de nouveaux agencements organisationnels qui ont été importants. Et ça a aussi apporté des nouveaux défis pour manager les droits de propriété intellectuelle en interne et en externe. Alors, pour lire ces mutations en cours, l'approche qualitative, j'ai envie de dire exploratoire, est tout à fait intéressant, et c'est la méthode que l'on a utilisée, en s'appuyant aussi sur des stats, puisque vraiment, je pense que c'est vraiment un outil complémentaire qu'il faut bien maîtriser, sinon on ne peut pas vérifier ce que l'on voit. Et on a testé finalement, cette grille d'analyse dans le cas des mutations en cours chez Thales. Alors, au niveau de Thales, on a mené donc une série d'entretiens qualitatifs entre 2001, 2006, 2008, 2009. Au niveau de la R&D, la direction du département brevet, ex-département brevet, puisqu'il a été externalisé, RH, stratégie. Donc, on a mobilisé une série d'entretiens et on verra, puisque je vais vous parler un petit peu plus de Thales, on a aussi mobilisé des entretiens dans des nouvelles structures qui sont des structures d'essaimage de Thales, Marks & Clerks. Et puis, on a aussi mobilisé pour bien observer les brevets chez Thales. On a essayé de voir la base européenne. Enfin, on a vu la base européenne, European Patent Office. Donc, on a vraiment fait un aller-retour entre sources internes, sources externes, pour vraiment essayer d'élargir et de valider les sources que l'on avait.
Alors, au niveau de Thales, je vais aller vite parce que vous connaissez. Donc, il y a ce qui est intéressant quand même de voir à travers la naissance de Thales et la spécialisation dans les technologies duales, c'est qu'il y a vraiment eu... on est parti d'une entreprise publique vers une entreprise privée. Ça, c'est un truisme de le dire. Mais néanmoins, pensez ça en termes de culture d'entreprise. Et lorsque vous pensez ça en termes de culture d'entreprise, ça change la donne parce que vous avez vraiment une mutation importante dans la façon de faire les choses et la façon de manager et de valoriser toutes les connaissances qui vont être produites. Et ça n'a pas été aussi simple que ça semble être. Lorsqu'on regarde l'image très lisse, c'est normal, qui est donnée par Thales, finalement, ça a été beaucoup plus complexe à mettre en œuvre qu'on aurait pu croire. Et donc, il y a eu une spécialisation dans les technologies duales. Donc, Thales, évidemment, a renforcé dans les systèmes, ses compétences dans les systèmes électroniques civils militaires. Et on verra ça à travers notamment la base des brevets et le positionnement en classe technologique. Alors, au niveau, j'irais du portefeuille de brevets, donc c'est des données qui sont publiques, il n'y a rien de confidentiel là-dedans. Ce que l'on peut voir simplement et qui permet un petit peu de voir, donc là, moi j'insiste sur les aspects dynamiques sur le long terme. On passe d'un portefeuille de brevets, donc il y a eu, alors là je vous donne le chiffre 2006, je devrais vous donner le chiffre depuis 2000. En fin de compte, il y a eu un phénomène de rattrapage, donc dépôt de brevets massif à partir de 2000. Ensuite, stabilisation autour de 22 000 brevets et ensuite 13 000 brevets à l'heure actuelle. Ce n'est pas simplement une baisse de l'activité de brevets, donc il ne faut pas lire ça comme une baisse de l'activité de brevets, il faut lire ça aussi comme une concentration sur des brevets stratégiques et clés dans quelques classes technologiques. Et aussi, il faut lire ça aussi avec de plus en plus de nouveaux acteurs viennent et produisent les brevets. Et donc, Thales n'est plus le seul à produire des connaissances dans le domaine. Donc, du coup, il y a une lecture qui doit se faire au-delà du simple indicateur statistique. Au niveau des classes technologiques clés, c'est les domaines que vous connaissez, mesure et contrôle, c'est-à-dire radar, télécommunications. Donc là, les brevets ont explosé dans ce domaine, informatique, optique, composants électriques, audiovisuels. Donc 6 domaines qui représentent 90% des brevets. Donc vraiment une spécialisation accrue dans quelques classes avec finalement aussi, j'irais, un marché des brevets qui s'est mis en place et qui a demandé aussi des nouvelles compétences juridiques que les firmes, les prime contractors n'avaient pas forcément. Et ça, c'est important de le dire, c'est bien beau d'avoir des compétences technologiques, mais si on est dans un marché de la connaissance, il faut aussi arriver à gérer à armes égales dans ce marché des connaissances ces brevets. Et donc, du coup, il y a eu des nouvelles compétences juridiques et qui se sont mises en place et nécessité de se repositionner sur le marché et d'éventuellement d'externaliser le département des brevets pour mieux, finalement, contrôler, mieux être capable de, finalement, d'être un prime contractor efficace sur ce marché de la connaissance. Ok, donc là, je vais aller assez vite. Juste, vous voyez simplement, donc là, c'est les classes technologiques. En bleu, analyse, mesure, contrôle, télécommunications, informatique. Donc, vous voyez bien qu'il y a une concentration sur quelques classes que je vous ai dit. Donc, vous voyez le diagramme de Pareto. Donc, vous voyez quelques classes technologiques, finalement, dominent et finalement représentent 90% du dépôt. Et donc, ça, c'est toujours d'actualité. Il y a juste, je vais insister sur les aspects internes et externes. Au niveau interne, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une politique en RH pour finalement mettre un système de motivation sur quelques groupes d'inventeurs les plus prolifiques qui a posé certains problèmes. Il y a eu de nouveaux managers qui sont arrivés. Et bon, à l'heure actuelle, les choses il y a une période un petit peu troublée, on va dire, mais c'est normal quand on introduit du changement, où les nouveaux objectifs d'incitation ont eu du mal à finalement être
compatible avec la nouvelle culture d'entreprise. Et là, il y a eu un défi culturel à mettre en place au niveau de Thales qui n'a pas été qui n'a pas finalement été évident à gérer. Alors bon, il y a eu tout on a modélisé ça, il y a eu un système de bonus individuel qui a, en fin de compte, on a individualisé le système de rémunération. On a été très très loin dans le domaine et finalement il y a eu beaucoup de limites parce que finalement est-ce que ça a du sens d'individualiser le système de rémunération alors que finalement on sortait d'une culture très collective et que il y a énormément d'interdépendance dans la défense, hein, c'est les COPS, etc. Donc du coup, vu le problème de complémentarité entre les classes technologiques, il y a eu beaucoup de limites à la mise en place de ce système d'incitation et on a créé une compétition qui n'a pas toujours été forcément très propice en termes de partage des connaissances, hein. Là, je raisonne en termes de partage des connaissances. Donc, au niveau, alors je vais essayer de conclure, au niveau, pour aller dans cette dynamique, il y a eu aussi une externalisation, et ça c'est tout à fait unique, une externalisation du département de brevets, qui a été un cas tout à fait original que nous on a analysé et qui a été vraiment un cas très intéressant. Donc là, je le montre. Donc c'est la création. Donc c'est un essaimage, hein. Donc on a pris des compétences internes de chez Thales. On les a. Donc le fondateur Max Clerks vient de chez Thales et on a créé une nouvelle structure pour gérer ces brevets de manière efficace et pour être finalement tout à fait pertinent sur ce marché de la connaissance. Donc ça, c'est avec des liens très, très, très intéressants à ce niveau-là qui ont permis de préserver les compétences internes. Alors avec, finalement, c'est pas une externalisation, donc on maintient, rassurez-vous, hein, on maintient toutes les activités stratégiques et essentielles, critiques chez Thales, hein, mais chez Marks & Clerks, finalement, on fait de l'administration, du juridique, et tout ce qui est stratégique reste en interne, rassurez-vous. Il n'y a pas de révolution. Néanmoins, il y a quand même le mouvement vers une nouvelle, la possibilité d'externaliser un département brevet, cas quand même unique, je précise à le dire, en termes de dynamique industrielle. Donc, finalement, je conclus, hein, je suis un peu bavarde. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a vraiment l'approche qualitative permet vraiment de lire toutes ces mutations en cours et aussi de s'interroger sur la façon dont les industries à forte intensité technologique gèrent leurs compétences technologiques sur le long terme et si il y a émergence d'un nouveau design organisationnel, comment est-ce que c'est unique à la défense ou pas et est-ce que ça peut se généraliser dans d'autres secteurs? Et donc, ça permet aussi, l'apport des approches qualitatives, c'est de lire et de comprendre ce changement, de comprendre la cohérence aussi de ces changements en cours, ça c'est très de comprendre aussi étape par étape ce qui se passe, et pour moi l'histoire compte, et de voir aussi, au-delà de l'exemplarité, aussi on peut prendre ça, on peut, en tant qu'économiste, on peut s'inspirer de ça et modéliser ces changements et lire ces changements sur le plus long terme pour se projeter sur le long terme. C'est ce qu'on a essayé de faire. Et donc l'idée, pour moi, la bonne méthode, c'est combiner les méthodes quali-quanti et les sources internes et externes et prendre ces approches quali comme tremplin pour observer les dynamiques en cours et au niveau et questionner aussi les frontières de la firme dans l'industrie de la défense. Excusez-moi, je vous remercie, excusez-moi d'avoir été un petit peu bavarde, d'avoir dépassé mon temps. Donc, je remercie les trois intervenants. Nous avons quelques minutes pour échanger avec la salle, hein, donc s'il y a des questions. Oui, bonjour, Joël Rosenberg, conseiller général d'Armand. Je voudrais vous demander si ce que vous nous avez présenté sera en accès sur le site de la conférence. Et je voudrais vous demander, puisque vous avez traité un dossier, vous avez cherché à particulariser l'industrie de défense, si vous avez
si vous êtes allé jusqu'à regarder si elle était plus ou moins efficace que les autres industries technologiques, ou quel était le ratio de comparaison sur le levier économique qu'avait l'industrie de défense, puisque quand même alimentée par l'État, bien sûr, pour des raisons régaliennes, mais quel était le rendement, si j'ose dire, si on pouvait qualifier un rendement de l'injonction de deniers publics dans cette industrie versus le reste de l'économie. Alors, c'est ce qu'on disait comme limite au départ, c'est que le rendement de cette activité, il est beaucoup plus grand que les indicateurs qu'on va pouvoir obtenir sur l'activité ou les effectifs. C'est pas forcément le rôle premier d'une activité défense que de créer des emplois, de l'activité ou d'entraîner une rentrée fiscale. Voilà, donc c'est important de mesurer cet effet-là pour faire des arbitrages et puis pour pouvoir comprendre les évolutions. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus se focaliser sur ce rendement. Mais pour l'instant, nous n'avons pas de mesure pour comparer à des entreprises comparables. Non, donc là, nous avons proposé une série de méthodologies. Nous sommes en train de faire les calculs. Donc là, dans une prochaine étape, on va comparer les entreprises défense et non défense, mais avec toutes les limites de cette méthode. Et justement, là, on va pouvoir faire ressortir, alors surtout sur les donneurs d'ordre, est-ce qu'on a des taux de productivité plus importants, des taux d'export plus importants, des taux de R&D ou de brevets plus importants. Mais après, il y a encore des difficultés derrière ces indicateurs économiques, comme Nathalie l'a montré, par exemple sur les indicateurs brevets. Si on trouve que les entreprises défense déposent moins de brevets que les autres entreprises, ça ne veut pas forcément dire qu'elles innovent moins. C'est qu'il y a une spécificité défense également. Si vous pouvez donner le micro à une deuxième question. Oui, François Stoft, Conseil général de l'armement. The intervention of Professor Hartley was the main reason why I got up very early this morning. And I have a question. My apologies. I hope it wasn't too bad. But it's a pity that you were not 2 days ago at the Senate, because there was a very interesting discussion about the theory and practice of offset. And in particular, a French-Canadian researcher mentioned an article by the Financial Times with an amazing figure, $400 billion about offset. And she mentioned 2 reports, one of them by Janes, and the other one by the consulting firm Avascent. As far as I understood, those reports are not easily accessible. Oh, right. So do you have some comments about the importance of offset, and can you give some practical tips about how to handle that? Because it's an extremely complicated subject, I think. Right, yes. Can I give some practical tips? Let me try that. Yes. I'd be extremely cautious and careful in accepting defense firms' claims about offsets. I think the focus ought to be on how far the offsets create net new business, which would not otherwise have been obtained. This is an area quite often dominated by what people call smoke and mirrors. So you get an offset, and Boeing, for example, will say, as they did with Britain when they sold Britain the AWACS aircraft, we got an offset of 130%. A large part of that offset included the sale of Rolls-Royce aero engines on Boeing civil airliners. We would have got that business without the offset. Secondly, there are often claims made about technology associated with offsets. Beware. I think these are exaggerated. And in the case again of my AWACS example, the offsets for the UK, some of the high technology, so-called, on that offset included the toilets, included galleys, which by no stretch of the imagination I would call high technology. Then to go back to your first question, I have had an interest and involvement in, I was part of the study that advised the European Defence Agency on the future policy towards offsets. I don't think the European Defence Agency has yet sorted the policy out. It believes, and I think there's a good economic rationale for this, it believes that all offsets are highly inefficient
And as an economist, I have a sympathy with that view, because typically you would expect offsets to be what economists call trade diverting rather than trade creating. But there might be cases where they could actually be trade creating. And those would be cases where the offset leads to the discovery of a lower cost source of supply, which was not available and known to the original suppliers. But the typical view is of the European Defence Agency, all offsets are inefficient. And I have a sympathy with much of that. My problems arise when it tries to actually impose this and apply it to all nations and make sure all nation states follow the rules. I mean, we live in a world where if we're competing with the Americans, as we are, and we can't ignore them, they have such an advantage in scale, the Americans are going to use offsets. And it's an essential part of the business of selling overseas, of exports. So I don't think you could ignore a role of offsets. And I have doubt sometimes about bodies like the European Defence Agency interfering in what quite often I would regard and prefer to see as commercial decisions. Well, quite a number of nations are breaking the law, I think. Yes, yes. Does that help anyhow? So I hope that's a reward for getting up early. Oui, j'ai encore une question. Une question pour vous, madame. Est-ce que vous pouvez nous dire que vous avez travaillé pas mal sur le cas de Thales, et notamment la propriété intellectuelle. Vous avez donné des chiffres impressionnants de brevets. Y a-t-il une gestion de ces brevets, non seulement en interne, mais de valorisation externe de ces brevets? Et est-ce qu'à partir de là, vous pouvez comparer ce qu'un industriel comme Thales, comment il se positionne en valorisation externe par rapport au secteur civil technologique qui vit souvent de cette valorisation externe également? Oui, en fin de compte, ce qui s'est passé chez Thales, c'est que le métier de la gestion des brevets était vraiment une compétence qui était quand même difficile à maîtriser uniquement en interne. Donc ils ont eu, je dirais, un de leurs employés a décidé de s'associer avec une société de droit anglais qui était spécialiste dans le domaine. Et donc il s'est passé ce qui se passe finalement dans d'autres domaines, mais de manière accélérée, puisque finalement le département de brevet, là tout le département brevet a été, s'est déplacé vers une nouvelle entité, Marks & Clerks, pour gérer les brevets dans Thales, pour Thales, mais d'autres secteurs. Donc finalement, ce qui est assez intéressant, c'est que on voit, et il y a bien sûr dans cet aspect la valorisation des brevets, notamment tous les brevets électroniques, parce qu'il y a des problèmes complexes au niveau du droit international. Donc la partie administrative des brevets étant tellement lourde, ne pouvant plus être fait en interne, qu'il a fallu le faire en externe, et aussi pour mieux valoriser et vendre sur le marché, ces brevets. Et à l'heure actuelle, Thales, comme une bonne partie des firmes de l'électronique, commence à bénéficier, de cette bonne gestion et tire beaucoup de royalties des licences sur certains brevets. Donc du coup, finalement, c'est quelque chose d'assez... par exemple, chez IBM, il y a beaucoup plus de ventes, de bénéfices par les licences que... que par les productions, que par les ventes d'ordinateurs. Donc du coup, le marché des connaissances est devenu un marché critique et essentiel à ne pas rater. Et Thales s'est positionné à ce niveau. Avec, on peut aussi voir qu'il peut y avoir sur le long terme aussi d'autres risques liés à cette gestion des brevets. Donc l'image n'est pas forcément simplement belle et monolithique. Elle peut aussi avoir d'autres, sur le long terme, il peut y avoir aussi des inconvénients à cette gestion de plus en plus externalisée du département de brevets. Voilà. Oui, encore une question? Oui.
Je voudrais faire deux remarques rapides et puis poser une question. Le professeur Hartley se demandait quel montant une population est prête à consacrer à sa défense, mais je crois que tous les ans, le Parlement donne la réponse en votant un budget de la défense. Donc on sait exactement ce que l'on est prêt à consacrer à la défense. D'autre part, à propos de la politique de brevet, dans le domaine de la défense, il y a un certain nombre d'innovations qui sont par nature pas brevetables. Je prends par exemple le design du Rafale n'est pas brevetable, le design de l'A400M n'est pas brevetable. Et il y a aussi des industriels qui choisissent délibérément de ne jamais déposer de brevet ou quasiment jamais. Exemple Dassault. Hein, allez voir combien de brevets sont déposés par Dassault par rapport à Thales. Bien. D'autre part, Thales gagnait énormément d'argent avec ses brevets. Dieu merci, parce qu'ils ont une unité de recherche fondamentale qui est extrêmement productive, qui par exemple à une époque a produit la technologie des lecteurs de CD. Hein, et ils ont gagné des centaines de millions annuellement pendant la durée de la vie du brevet, après avoir réussi à l'imposer parce que les Japonais avaient commencé par le copier gratuitement. Alors, ma question est quand même fondamentale. Moi, j'étais venu ici attiré par les titres, n'est-ce pas, l'impact économique de l'industrie de l'armement. On a eu un exposé en français, un autre en anglais. Mais ça me rappelait les études qui ont été faites au ministère de la Défense français il y a exactement 30 ans, au début des années 80, où le ministère avait recruté un économiste de haut niveau pour effectivement mesurer l'impact économique des dépenses de défense et avait conclu, après 3 ans d'études, ça a été publié en disant on ne peut pas mesurer. Et à une époque où quand même les dépenses de défense en France étaient beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui en pourcentage du pays. On ne peut pas mesurer. Pardon ? Ce n'est pas ma conclusion qu'on ne peut pas mesurer. Oui, mais moi je m'attendais à ce que vous me disiez aujourd'hui, voilà l'impact économique des défenses, et vous ne m'avez pas donné la réponse, et M. Hartley non plus. M. Hartley nous a dit, mais il y a des choses qui sont connues, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas connues. Mais il faut comprendre que le temps de la recherche et le temps de la décision politique ou publique, ce sont des temps qui sont très différents. En décision politique, on doit prendre une décision rapide. En recherche, on a besoin de valider des hypothèses et donc d'amener des chiffres. Donc vous nous donnez rendez-vous dans combien de temps pour donner les réponses ? Tout dépend des limites que vous acceptez. If I can try to answer that, is it a good question to raise about defence output? I think it is. I don't know of a decent answer given by certainly economists. And it was a question I was presented by the Vice Chief of the Defence Staff in the UK, despite the fact that we have parliamentary votes as well on defence spending. I'll come back to those. But he wanted to know, effectively, what is the value of defence? Is it a worthwhile investment? Can he go along and show British industry that, for example, it is worth spending on defence rather than spending on other things, and that it's a good, worthwhile investment? So he wanted an answer to that question. As for votes, I mean, yes, but the voting is a very limited system for revealing and reflecting individual preferences. Yeah. For example, we have a voting system for our parliamentary elections, but when we vote at an election, very rarely is defence any element of that voting decision. If I go back to the classic case with 1997. When Tony Blair won and New Labour won the election, their defence policy was, we are going to have a defence review, after which we shall tell you what our defence policy is. So we didn't know what the policy was until they'd formulated it. But there are major limitations on the extent to which individual voters can express their preferences for levels of defence and for different forms of defence. And just one final example. We often vote, say, right, we're going to spend so many billions of euros a year on defence. We don't know what we get for that. There's this vague notion now of military capabilities, and we have no idea in the public domain what the implications would be of spending a little more or a little less on the Army, Navy and Air Force, the impacts in terms of defence output. We don't know that. I've never seen any public debate of that. So if you want a sensible decision about the ideal level of defence spending, you need that information. Parliament never gets that information. You want an answer? Yes, okay.
I'll let you have the last word. I give you two answers. One is an aphorism which I came across recently. Every nation has an army on its territory. When it is not its own, it's somebody else's. One. And two, in the military we know exactly the impact of the equipment that we use. I mean, the effectiveness of the weapon systems which we own is perfectly well known. I mean, No, it isn't. There's a massive experience of the military believing if you do this, this will follow. When in actual fact, it doesn't follow because we can't anticipate how our rivals are going to respond. On va juste finir par Madame qui a une question depuis longtemps. Merci. Monique Batelou. Je tenais à remercier très sincèrement la Fondation Stratégique et l'Université Panthéon-Assas, ainsi que tous les intervenants, pour la richesse de ce sujet, industrie de la défense. Et je souhaitais m'adresser parallèlement à Monsieur Jean Belin et à Madame Nathalie Lazaric. Madame Nathalie Lazaric, est-ce que vous pouvez me dire si les normes IPSAS et les normes IFRS vous ont servi de base pour bien déterminer la juste valeur des brevets? Et si la comptabilité chez Thales ou dans les autres instances que vous souhaitez mettre en place cette méthodologie, vous avez approfondi la fiabilité des interlocuteurs que vous avez concernant les méthodologies pour la comptabilité analytique qui servent de base, et également la juste valeur au 1er janvier de chaque année, par exemple au bilan consolidé de Thales au 1er janvier, vous pouvez nous dire la juste valeur des brevets. Merci. Non, toi, c'est en nombre que tu travailles. Vas-y. Alors, au niveau des sources, on a plutôt travaillé sur la base européenne des brevets. Donc, on n'a pas travaillé sur les comptes. On a plutôt travaillé pour avoir une comparaison des classes technologiques groupe par groupe et comparer, sachant que la plupart des brevets sont déposés au niveau européen. Donc on a travaillé plutôt à ce niveau-là. Hein. Donc on n'a pas travaillé sur le bilan de Thales, ni décortiqué les ratios. On a plutôt multiplié les sources internes et externes. Voilà. Donc, est-ce que depuis le 1er juillet 2012, tout à l'heure je le rappelais, le Conseil de l'Europe a entériné la création d'une Cour de justice européenne des brevets. Et elle sera à Paris avec une présidence française. Dernièrement, je me trouvais avec l'autorité de la concurrence, le Conseil d'État et le Conseil de l'Europe. J'ai rappelé aux instances à quelle date la Cour européenne de justice de brevets sera mise en place à Paris. Ce ne sera pas avant 2 ans, malheureusement. Oui, excusez-moi, je suis obligée de vous couper parce qu'on doit procéder à la conclusion. Intervention. On est un peu en retard. Voilà. Donc, je vais inviter Claude Carsenac à nous rejoindre pour lui laisser conclure cette matinée. Il est donc sous-directeur de la stratégie industrielle et de l'intelligence économique à la DGA. Bonjour, je vais essayer d'être bref. Donc, tout d'abord, je tiens également à remercier la FRS et l'Université Panthéon-Assas pour l'organisation de ces journées très instructives et de me laisser l'opportunité de la conclure. Donc les différentes présentations que nous avons eues ont couvert 4 grands acteurs du monde de la défense qui sont pas toujours très bien connus de notre environnement. Ils sont moins bien connus que les États-Unis et les autres pays européens. Néanmoins, ces 4 pays sont potentiellement pour nous ou des concurrents, ou des coopérants, ou des clients, voire même plusieurs rôles à la fois. Donc il est très important pour nous de connaître leur stratégie de défense et leur stratégie industrielle. Et les présentations ont contribué à nous éclairer.
La deuxième partie nous a éclairé sur les impacts potentiels de la défense, même si la métrique est difficile à établir, et je suis assez d'accord, mais il faut bien travailler pour arriver un jour à pouvoir éclairer les décisions. Donc c'est le rôle de la DGA, à la mesure de ses responsabilités, de fournir des décisions, de proposer des décisions, et l'ensemble de ces éléments, la connaissance de l'environnement et des impacts possibles de différents arbitrages sur l'économie globale nous permettent d'éclairer nos décisions. Donc aujourd'hui, la problématique industrielle est au cœur des préoccupations de la défense. Le projet de loi de programmation militaire le dit très clairement et met en avant l'importance stratégique des industries de défense. Je vais citer le livre blanc. Donc, l'effort de défense de la France sera maintenu en conférant un haut degré de priorité à la préservation et au développement de nos capacités industrielles et en recherchant un plus haut degré d'interaction avec nos alliés et nos partenaires. Je pense que l'ensemble des thématiques qu'on a abordées aujourd'hui recouvre parfaitement cette phrase. Donc, tout d'abord, un constat. La crise, et je vais reprendre ce qu'a dit Hélène Masson dans son introduction, la crise et la baisse des budgets militaires qui en est la conséquence font que le marché européen et français de la défense est en effet dans une période difficile. Les PDG des grands groupes qui ont été auditionnés au mois de septembre à l'Assemblée nationale l'ont dit très clairement. Aujourd'hui, il y a un enjeu majeur à tenir strictement les engagements de la loi de programmation militaire pour être en mesure de conserver les emplois et les compétences. Donc là, l'ensemble du ministère de la Défense, et la DGA en particulier, sont entièrement mobilisés pour y parvenir. Néanmoins, force est de constater que la commande domestique est en contraction. Certains programmes, comme l'a également souligné Hélène, ont été reportés, d'autres ont vu leur nombre d'exemplaires diminuer, et d'autres ont vu leur cadence de production baisser. Donc pour maintenir l'outil de production, plusieurs leviers sont possibles. L'export est aujourd'hui indispensable. Pour maintenir le niveau actuel de production, nous tablons sur un chiffre d'export d'au moins un tiers du chiffre d'affaires des grandes entreprises de défense, soit au minimum 5 milliards d'euros par an. Maintenant, si la demande est croissante, notamment dans les pays émergents, en Asie ou en Amérique latine, la concurrence l'est également, et on en a eu l'exemple ce matin avec notamment la proposition de la Chine à la Turquie pour la défense antiaérienne. Alors cet export n'est ni une solution facile, ni la solution unique pour maintenir l'industrie française et plus globalement l'industrie européenne au niveau requis. Et il se heurte potentiellement à une contradiction. D'un côté, il est nécessaire de coopérer pour maintenir nos capacités, les capacités de nos forces armées avec la contraction des budgets domestiques. Et d'un autre côté, il est possible de se retrouver en concurrence sur le marché export avec les industriels avec lesquels les industriels français doivent potentiellement coopérer. Donc la difficulté sera bien dans le dosage et dans le choix des partenaires. Et encore une fois, les études qui sont menées et que nous lisons toujours très attentivement sur les différentes BITD sont très éclairantes. Donc l'ensemble des forces étatiques est mobilisé pour soutenir l'industrie à l'export. Mais ce soutien n'est pas antinomique, et il faut le dire très fortement, de la construction d'une base industrielle et technologique de défense européenne qui soit compétitive. Au contraire, nous estimons qu'il y contribue directement. Il permet de faire ressortir dans ce paysage concurrentiel à l'export les centres de compétences ou d'excellence industrielle autour desquels nous pensons que la BITDE doit se créer et se consolider. L'objectif, c'est de disposer, in fine, de capacités industrielles et technologiques qui atteignent dans tous les secteurs la taille critique, permettent aux industriels de dégager des marges suffisantes et puissent rester compétitives à l'export sur le marché mondial. Et donc, le livre blanc confirme cette démarche, je le cite à nouveau. Le développement du marché européen de la défense et la consolidation de la base industrielle et technologique de défense dans le secteur de l'armement font partie des priorités stratégiques de la France. À cette fin, l'approche française est faite de mesures concrètes. Et pour commencer, il faut déjà bien connaître et identifier ce qu'est la BITDE. Est-ce qu'on pourra l'organiser, voire la soutenir
et la consolider que si on la connaît bien. Et à cet effet, je vous engage à lire les 2 notes de la FRS qui ont été publiées en juillet, et la dernière vient juste de sortir, je pense, sur le thème. Alors, parmi les leviers qui permettront de maintenir notre industrie européenne et française au bon niveau, figurent également les coopérations. Ces coopérations sont portées par des intérêts capacitaires, mais également des intérêts industriels. Et elles se feront pour la France avec pragmatisme, mais vraisemblablement avec un nombre limité de partenaires, des partenaires qui en ont à la fois la volonté politique et les moyens. Et ça sera sans doute pas évident d'en trouver beaucoup. Mais c'est par exemple le cas de la démarche que nous avons initiée, la démarche One NBDA entre la Grande-Bretagne et la France. Et enfin, même si c'était un petit peu aujourd'hui en dehors du périmètre de la journée d'études, mais Hélène l'a à nouveau dit dans son introduction, pour maintenir la BITD, il est absolument nécessaire de poursuivre l'effort de R&D et l'effort de RT. La pérennité de notre BITD suppose qu'on maîtrise les technologies clés capables de répondre aux besoins futurs des armées, et les études amont fournissent une contribution majeure pour y arriver. Et enfin, un dernier point, il ne faudra pas négliger les technologies duales. La France investit également dans les technologies duales. Alors, concernant la deuxième partie de la matinée d'études, je souhaite également dire toute l'importance qu'on attache aux études d'impact économique et social sur l'industrie de défense. Plus finement nous serons en mesure de les connaître, plus nous serons en mesure d'éclairer et d'orienter des arbitrages budgétaires éventuels. La démarche est difficile, c'est certain, mais il faut la lancer, même si ce n'est pas pour cette année, ce sera sans doute pour les années suivantes. Donc dans cet objectif, comme l'a dit Jean, nous avons lancé avec l'OED l'Observatoire de l'armement, qui est piloté par la FRS et Panthéon-Assas, sous la direction scientifique de Jean Belin. Et nous estimons que cet observatoire, lui, contribue à structurer l'effort de recherche en économie de la défense et nous permettra d'avoir à terme des éléments permettant de nous orienter. Alors, pour conclure, je souhaite simplement ajouter que si les 2 problématiques qui ont été traitées ce matin, les présentations de pays potentiellement coopérants, concurrents ou clients et l'impact économique sont au cœur de l'analyse de la DGA, il faut toujours garder en tête que ce qui prédomine, c'est l'importance stratégique des industries de défense. Alors, elles concourent de façon éminente à notre autonomie stratégique, qu'elle soit nationale ou européenne. Elles nous permettent d'accéder et de maîtriser les technologies critiques. Elles nous permettent de sécuriser nos approvisionnements critiques. Et en fin de compte, elles nous confèrent une autonomie d'appréciation et de décision et, in fine, la liberté d'action qui est essentielle. Et l'ensemble de ces problématiques seront, bien entendu, traitées lors du prochain Conseil européen des 19 et 20 décembre prochains. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je remercie à nouveau la FRS Université.